Bonjour à tous, merci à vous d'être toujours fidèles à l'Afterlap, le podcast du sport auto. Je suis Laurent-Frédéric Bollet et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois mon consultant WRC et néanmoins ami aussi, pendant qu'on y est, c'est Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Hola guapo, comment está? Oui, bien, ça va. J'aurais été déçu si tu nous avais pas fait un petit démarrage dans la couleur locale du pays dont on va parler. Voilà, c'est ça. Attends, c'est de l'espagnol ou du catalan? C'était de l'espagnol. Voilà. Désolé. Mine de rien, tu sais qu'on va parler de ce rallye d'Espagne, mais j'ai entendu des personnes parler du rallye de Catalogne. Et donc, je me suis dit, bah, attends, mais c'est quoi l'appellation officielle? C'est rallye Espagne-Catalogne. Bon, bah, comme ça, tout le monde est content. Moi, je continue à dire Espagne, t'es d'accord? Moi, j'ai tendance à l'appeler la Catalogne, mais bon, après, c'est les us et coutumes. Après, c'est vrai que ça dépendait un peu plus des régions dans lesquelles il a pu être situé. Mais là, dans la Costa Dorada, côté Salou, c'est vrai qu'on est tout petit peu plus loin de la Catalogne, il me semble, que lorsque c'était sur Lloret. Bon, bah, comme ça, on va fâcher personne, tu vois, Guillaume, t'as choisi ton camp, j'ai choisi le mien, et c'est bon, on balise tout. Alors, on va donc passer en revue globalement le résultat de ce rallye, mais il y a plein de choses qui sont arrivées dans l'actu également du WRC de manière générale. Je rappelle que cet épisode est comme toujours disponible en audio sur le site de l'Afterlap, afterlap.com, et sur toutes les plateformes usuelles de podcasting, mais qu'évidemment nous le déclinons aussi en vidéo sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Alors si Il devrait y avoir des belles choses à voir, donc oui, voilà, faut y jeter un œil aussi. Alors, si tant est que vous étiez sur une île déserte le week-end dernier, bah, vous avez peut-être pas, mais on vous le dit tout de suite, bah, c'est que Thierry Neuville a gagné, ça, d'accord, sur Hyundai, sa deuxième victoire de la saison, la 15e de sa carrière, que Elfyn Evans a réussi à aller prendre la deuxième place et de ce fait a réduit encore son écart par rapport à Sébastien Ogier qui a dû se contenter de la 4e place. Ce qui fait, mon cher Guillaume, que oui, comme l'an dernier, avec les mêmes protagonistes, nous aurons bien une finale au Rallye Monza dans un mois. Pas mal comme situation quand même, d'un strict point de vue sportif. D'un strict point de vue sportif, c'est sûr que comme le disait Jari-Matti Latvala à la fin du rallye, le directeur sportif de Toyota, il aurait bien aimé fêter les titres en Catalogne, mais c'est vrai que pour le sport, bah, on aime toujours que la décision se fasse sur le dernier événement, avec une belle bagarre qui est clairement incertaine, et on se retrouve exactement dans la situation opposée à l'année dernière, avec Ogier cette fois qui sera le chassé et Elfyn Evans qui sera le chasseur, avec pas loin d'à peu près la même différence de points. Donc on sait très bien ce qui s'est passé l'année dernière avec Evans qui est sorti dès la première journée sur la neige. Donc le titre est très 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 loin d'être joué pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Et on va avoir une belle bataille en Italie, à Monza, dans un mois. Voilà. Alors, évacuons peut-être tout de suite ce qui est évident, c'est le titre constructeur. Certes, Toyota n'a pas été titré là en Catalogne, ça aurait pu être le cas. Mais enfin, je crois qu'il leur faut qu'un point pour être titré à Monza. Bon, Ah bah non, là, un c'est... peu plus, un peu Ah plus. bon? Là, attends, laisse-moi regarder, ils ont 47 points d'avance aujourd'hui et sur une manche, on peut en marquer 52 maximum avec Ah les bah deux oui, c'est vrai. voitures. Ouais. Donc, il y a 5 points à avoir pour Toyota, ce qui leur permet de devoir n'avoir qu'une seule voiture dans les 7 premiers. Mhm. Donc autant te dire Quick, effectivement, avec les 4 voitures qui sont engagées, enfin, il y en a que 3 qui marquent des points, mais bon, une voiture dans les 7 premiers, il ne devrait pas y avoir de souci. Hmm. Alors écoute, aujourd'hui, je voudrais qu'on commence par Sébastien Ogier, dont on sait maintenant que c'est la dernière saison complète. On a appris il y a quelques jours, juste avant l'Espagne, que Julien Ingrassia allait tirer sa révérence. Là aussi, on va en parler. Et moi, j'ai lu ce matin, j'ai reçu un communiqué de la part de la cellule média, on va dire, de Sébastien Ogier. Bon, je vois des déclarations un petit peu en dedans, je trouve, où il dit que la préparation n'avait pas été idéale sur des pistes, enfin des routes qui n'étaient pas complètement représentatives de ce qu'il allait voir. Mais en fait, ça fait 2-3 rallyes qu'on a le sentiment qui se perd un petit peu dans les réglages de sa Toyota Yaris. Et compte tenu de l'importance du personnage et de son aura et de sa carrière et de son expérience, moi, ça a tendance à me surprendre. Est-ce que c'est ton cas?
Oui, c'est vrai que j'ai été surpris aussi. Déjà de le voir aussi loin, rapidement dans le rallye, assez rapidement détaché des premières places. Alors à la fois surpris de voir Evans qui était pour le coup lui dedans dès le départ et qui d'habitude nous habitue plutôt à avoir des départs un peu plus lents. Mais là, Ogier, oui, c'est plaint très rapidement du comportement de sa voiture, du fait qu'il n'arrivait pas à mettre la main sur les bons réglages et qu'il n'arrivait pas tout simplement à attaquer. Ça fait plusieurs rallyes, effectivement, que c'est le cas. Plusieurs fois aussi que on peut questionner les bases d'essai pré-rallye qui sont choisies par Toyota, parce que déjà à l'Arctic Rally, dès le deuxième rallye, ça avait été la question. Là, ça l'est encore, ça l'a aussi été à quelques reprises dans la saison. Donc très clairement, je pense que pour l'année prochaine, Toyota doit vraiment se poser des questions, de trouver des bases d'essais représentatifs. Donc pour expliquer à tout le monde, hein, avant le rallye, les équipes font en général 2, 3 jours d'essais, un par pilote, pour préparer les voitures. Et bien évidemment, plus le plus proche des spéciales du rallye, les bases d'essai sont, le mieux c'est, puisqu'on peut Hmm. préparer la voiture exactement comme il le faut. Et là, apparemment, le goudron qui était sur la base d'essai n'était pas vraiment le même, beaucoup plus abrasif, beaucoup plus contraignant que ce que le goudron du rallye est réellement. Donc des réglages qui n'étaient pas optimum. Et puis après, ils Hmm. sont un petit peu perdus. J'ai vu des interviews d'Ogier qui disaient que clairement, il avait jamais quasiment fait autant de modifications en course Oui. que ce qu'il a pu faire pendant le week-end. Écoute, spontanément, là, je te lis le petit paragraphe que j'ai sous les yeux qui émane donc de Sébastien Ogier. Je te dis, j'ai reçu le mail ce matin. Malheureusement, nos réglages étaient loin d'être parfaits au début du rallye. C'était lié à plusieurs choses et en premier lieu au fait que c'était la première fois qu'on roulait sur ce type de terrain avec la Yaris WRC puisque ce rallye n'était pas au calendrier l'année dernière. Bon, oui. Et puis notre préparation en test n'a pas été idéale, c'est ce que tu disais, sur des routes qui logiquement ne couvraient pas toutes les typologies rencontrées en course. On était performant dans les sections les plus lisses et propres. En revanche, la voiture manquait de stabilité sur les routes dont les trajectoires nécessitaient de couper les virages, plus nombreuses que d'habitude. Et même si on a finalement trouvé de bons réglages samedi midi, et là tout de suite il me voit venir seulement samedi midi, il nous a quand même manqué de la vitesse par la suite. Je ne cherche pas d'excuses, en sport auto on gagne et on perd ensemble, et j'ai donc ma part de responsabilité également. Je considère simplement que c'est le package Ogier Toyota qui n'allait pas assez vite par rapport à la concurrence. Bon, au moins c'est honnête, ça on connaît Sébastien. Le fait est que, Guillaume, je constate simplement que depuis 5 rallyes, la position moyenne de Sébastien Ogier, c'est quatrième à l'arrivée d'un rallye. C'est pas complètement digne, si je puis me permettre, et si on va chercher la petite bête, d'un septuple et peut-être prochain octuple champion du monde. Non, c'est clair. C'est clair que on se rappelle des entretiens qu'on avait pu faire sur la première partie de saison où on disait qu'il était vraiment au top niveau, qu'il était à l'apogée de sa carrière quasiment en termes de performance. Là, ça l'est un petit peu moins. Après, il y a plusieurs explications aussi. C'est vrai qu'il est dans une position, encore une fois, de chasser depuis quelques rallyes avec une avance qui était assez confortable. Là où on sait que si on prend tous les risques et qu'on fait un zéro pointé sur un rallye, il y a une vraie problématique que cette avance se réduise comme peau de chagrin, justement. Donc il est plutôt en mode gestionnaire. Et puis on le voit dans ses déclarations, avec Julien Ingrassia aussi, on voit qu'il s'éclate un petit peu moins dans la voiture, qu'ils sont moins à l'attaque et qui s'ennuie peut-être un petit peu plus, justement, à être dans ce rôle, à ne pas pouvoir faire vraiment ce qu'il veut et à avoir toujours un peu la trouille, hein, tout simplement, de tout perdre sur une bêtise qui arrive très rapidement. Et on le voit encore, enfin, à Monza, encore une fois, hein, dans un mois, si on a les mêmes conditions que l'année dernière, avec de la neige, avec des conditions qui sont très glissantes et différentes en fonction des passages et entre les voitures, voilà, Ah on ne oui. sait pas ce qui peut arriver. Et puis, encore une fois, moi je le répète depuis le début de l'année, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais on n'est jamais à l'abri d'un test positif au Covid, de devoir déclarer forfait sur la manche. Donc voilà, si jamais ça arrive, eh Ah ben, oui. eh ben voilà, c'est tout perdu pour pas grand-chose. Et il y a aussi le fait d'avoir l'épée de Damoclès, encore une fois, de sa suspension qui était, j'ai perdu le mot en français, mais Bah, en tu veux sursis. dire. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à Voilà, fait. très clairement, puisqu'il a encore eu des petits problèmes avec la maréchaussée ce week-end. Donc
Donc voilà, et puis juste pour finir sur la déclaration qu'il a pu faire, c'est vrai que c'est la première fois qu'il roulait depuis très longtemps avec cette Yaris sur l'asphalte espagnol. Et puis aussi, Pirelli avait amené de nouveaux pneus. Ils ont fait une modification des pneus durs suite à les problématiques de crevaison qu'il y avait pu avoir dans les premiers rallyes asphalte, donc en Croatie et à Ypres. Donc ils ont fait des modifications sur la structure du pneu, ils ont renforcé les épaules du pneu pour justement le rendre plus résistant et que quand il passe dans ces cordes que mentionnait Sébastien tout à l'heure, qu'il y ait moins de risque de d'échapper, de crever, de pincer le pneu. Donc ça, c'est des choses qu'ils avaient testées en essai, qui avaient été validées par Toyota et Hyundai, et qui d'ailleurs, c'est des modifications qui seront gardées pour l'année prochaine sur les nouvelles voitures. Mais ça faisait un critère en plus à prendre en compte dans les essais pré-rallye, et donc d'avoir une base d'essai qui soit la plus proche de la réalité. Dans les petits signes qui montrent que la mécanique globale au JE n'est pas bien huilée, moi quand je le vois calé dans la super spéciale, là, le samedi soir, oui, j'ai tendance à me dire, ça serait pas arrivé avant, si j'ose dire. Je te dis pas qu'il sera pas champion du monde dans un mois, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de petits grains de sable là. La tension, elle se fait de plus en plus palpable au fil de l'eau, hein, ça c'est sûr. Plus on se rapproche du but et plus c'est tendu. C'est vrai que cette petite erreur, c'est une erreur qui coûte cher au final parce qu'il avait cravaché tout le samedi après-midi pour se refaire une petite avance sur Dani Sordo, et qui est réduite à néant en 6 secondes, quoi, parce que c'est les 6 secondes qu'il perd sur la super spéciale et qui font que le lendemain, malheureusement, malheureusement pour lui, en tout cas, il va se faire doubler par Dani Sordo et perdre cette 3e place et encore quelques points précieux pour le championnat. Oui, c'était le vendredi soir, hein, c'était pas le samedi soir, je me suis trompé. Le fait est qu'après, non, c'est ça, bien sûr, c'est bien ça, oui, c'est bien ça. Et le fait est qu'après Sordo, c'est vrai, va passer et il nous fait un dimanche exceptionnel d'ailleurs, Dani Sordo, on en reparlera, ouais, tout à fait. Alors, juste pour évacuer peut-être effectivement ce côté extra-sportif un petit peu, oui, on a tous appris qu'il y avait encore eu une histoire de liaison et d'infraction au code de la route, appelons ça comme ça, avec donc Sébastien qui, si j'ai bien compris, a doublé une voiture en mordant un peu sur le bas-côté, bon, on va dire à la sauvage, quoi, on imagine très bien ce que ça veut dire. Et puis je crois qu'il y a un autre incident, mais là ça me revient pas en mémoire. Enfin, je crois qu'il y a deux trucs constatés, et puis il y a un policier qui a dû témoigner que peut-être effectivement il était intervenu de manière pas claire. Bon, bref. Oui, tout à fait. Ça pollue un petit peu un week-end, ça quand même, tu crois? Oui, ça pollue un petit peu le week-end, ça montre un petit peu l'état de stress, d'énervement presque, puisque en fait ce qui s'est passé apparemment c'est que il a doublé des voitures par la bande d'arrêt d'urgence, ce qui se fait on va dire assez régulièrement en rallye quand les policiers justement peuvent faire signe aux voitures qui, on le rappelle, doivent respecter le code de la route strictement et comme n'importe qui. Et donc en général, quand il y a des bouchons sur les arrivées de spéciales, ce qui arrive régulièrement avec les spectateurs qui, eux, viennent voir le spectacle, hein, bien évidemment, donc les policiers peuvent faire des signes pour indiquer à tel ou tel pilote de passer à tel ou tel endroit. Et apparemment, c'est là où il y a eu un petit imbroglio, c'est que Sébastien et Julien ont pensé qu'on leur autorisait à passer sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui apparemment n'était pas le cas, mais le policier aurait reconnu effectivement que c'était pas très clair ce qu'il voulait dire. Donc voilà, encore une petite une petite erreur, une petite accroche dans la saison, mais voilà, tout ça pour dire qu'il reste son rallye avec sursis. Donc s'il a le moindre problème, la moindre encartade en Italie, on peut craindre, ce serait dommage que le championnat se joue là-dessus, mais on peut craindre en tout cas qu'il ait un résultat blanc à cause d'une infraction au code de la route. Ah oui, ne nous en parle pas, parce que alors là, ça serait effectivement terrible. Mais tu as raison de le dire, tu as raison de rappeler que le Covid, on n'en est toujours pas sorti. Il y a encore régulièrement des sportifs dont on apprend qu'ils sont aussi positifs en équipe de France de football, voilà, dernièrement. Alors c'est vrai que maintenant, on a compris que certains n'étaient pas vaccinés effectivement et ne veulent pas se faire vacciner. Ça arrive dans tous les sports. Au basket, tu sais ça, hein, Kyrie Irving ne veut pas se faire vacciner, il jouera pas en NBA jusqu'à je sais pas quand. Bon, voilà. Bon, donc voilà, après, on déborde du domaine du sport et chacun, oui, fait ce qu'il veut, sans doute. Mais enfin, bon, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver et il faut garder ça à l'esprit.
Est-ce que tu crois, et là je voudrais aborder un autre thème, l'actualité de pré-Salou, pré-Espagne-Catalogne avait été précédée de l'annonce quand même importante évidemment que Julien Ingrassia s'arrêterait là à la fin de l'année. Et c'est donc un copilote évidemment légendaire qui va tirer sa révérence. Est-ce que tu crois que ça a pu affecter aussi ce week-end espagnol? De toute façon, ça peut pas être sans conséquence, hein, ça c'est sûr. Julien Ingrassia, donc le copilote, le français le plus titré en championnat du monde, hein, puisqu'on rappelle que Daniel Elena Oui, est c'est vrai. monégasque. Donc oui, et puis le compère depuis le début de Sébastien Ogier, puisque enfin, l'histoire elle est belle entre Julien Ingrassia qui appelle, enfin qui fait des pieds et des mains après avoir assisté à la sélection rallye jeune de Sébastien Ogier pour avoir son numéro, pour débarquer chez lui, lui proposer ses services en tant que copilote, alors qu'il avait pris des jours de congé de son travail habituel. Et puis les deux qui partent faire quelques spéciales prises de notes à la sauvage dans les Alpes du côté de Gap. Donc voilà, c'est une histoire qui dure, qui est belle tout simplement parce qu'ils sont partis tous les deux de rien et ils arrivent sur le toit du monde des rallyes pendant 8 ans, enfin peut-être 8 ans en tout cas, Mhm. au moins 7. Et donc qu'ils s'arrêtent comme ça, je pense que tout le monde a été surpris. Tout le monde a Ouais. été surpris. Entre eux, ils devaient avoir la discussion depuis quelques temps. Alors, est-ce que c'est aussi ce qui explique que depuis 2-3 rallyes, ce soit peut-être un petit peu moins une bonne alchimie entre les deux? Je pense pas, mais en tout cas, de toute façon, ça trotte dans la tête. On sait que c'est les derniers moments, on sait qu'il faut en profiter. Et puis, comme le disait Julien Gracia, lui, il veut surtout pas. Enfin, il n'envisage pas de ne pas partir sur un titre mondial. Donc la pression est d'autant plus haute. Euh, et puis mine de rien, voilà, tout ça, ça officialise aussi le fait que malheureusement, Sébastien Ogier ne Ouais. fera pas une saison complète l'année prochaine. Mais oui, je pense que oui, je pense que ça a tout à Ouais, fait ouais. un impact, quel qu'il Je, soit, dans la tête, psychologiquement, ça euh, joue. je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est évident. Alors, par rapport à Julien Ingrassia, réagissons. Moi, tu sais que j'ai couvert le WRC pendant au moins 5 ans sur place, etc. Et que, effectivement, Julien a toujours fait partie de l'équation avec Sébastien, c'est l'évidence même. Moi, j'ai toujours eu que des louanges à faire à Julien. On sait très bien qu'un rôle d'un copilote est très important. Certes, il y a les notes, mais il y a aussi toute une présence sur l'ensemble du rallye. Il y a une organisation dont souvent le copilote, on a le sentiment, est vraiment responsable plus que le pilote. Une maîtrise des événements, des timings, des plannings, des choses à penser pendant un week-end. Et ça repose bien souvent sur les épaules d'un copilote. En ce sens, et je ne parle même pas de son intelligence que je qualifie par ce mot, de bien s'exprimer, d'exprimer des choses intéressantes devant un micro, de savoir analyser les choses. Julien Ingrassia, pour quiconque l'a interviewé une fois, a d'emblée prend conscience que ce type-là, ouais, ok, il maîtrise tout, il est super dans son rôle. Donc moi, voilà, je n'ai jamais eu que des très bons souvenirs et expériences et moments passés avec Julien Ingrassia que je mets vraiment sur un piédestal dans le monde des copilotes. Est-ce que toi, tu aurais des choses à nous dire au niveau de Julien et de toi? Julien, j'ai, on va dire malheureusement pas eu l'occasion très régulièrement de collaborer avec lui de manière un petit peu épisodique du temps de la saison en Skoda qu'ils avaient pu faire avec Sébastien justement. Mais clairement, c'est quelqu'un qui est ultra professionnel, ultra passionné. Euh, oui, pour moi, dans les copilotes, il y a deux références. Il y en a une, c'est Denis Giraudet qui a rayonné pendant des dizaines d'années enfin, des dizaines. Je veux pas non plus le vieillir plus que ça, mais qui a une expérience folle voilà, de tous les rallyes, voilà, pendant les années 90, 2000, 2010. J'ai vu qu'il va encore faire les Cévennes avec Romain Dumas là, dans C'est quelques vrai. jours. Donc voilà, en termes de professionnalisme, il y a Denis, et puis il y a Julien Gratia qui maîtrise
de A à plus que Z son panel de tâches à réaliser. On en a parlé pendant toute la saison aussi, et puis c'est vrai que si les gens ont des questions ou autres, ou s'il faut faire un épisode spécial sur les copilotes, ça le mériterait vraiment parce que c'est des gens qui font vraiment partie de l'équipage. C'est un pilote, un copilote, et ils ont tellement de choses à faire, à gérer en amont du rallye, à préparer toute la logistique, comme tu le disais, de reprendre les notes de l'année d'avant, de reprendre les roadbooks. Euh, euh, si quelqu'un a la chance de visiter la maison d'un copilote actuel en WRC, bah, allez dans le grenier, quoi. Allez voir Oui, le c'est nombre ça. de cahiers, de combinaisons, de notes, enfin, de vidéos qu'il peut y avoir. C'est juste fou parce que, encore, on le répète, hein, sur un rallye, c'est pas uniquement dire les notes, c'est les pointages, c'est gérer quasiment la communication du pilote, ses temps d'interview, etc. C'est penser à faire la pression des pneus, c'est penser à enlever le cache du radiateur pour pas surchauffer le moteur. C'est tellement de choses différentes que voilà, ils ont une pression qui est folle tout le temps pour arriver à la supporter aussi longtemps sans faire d'erreur. C'est absolument incroyable. Ouais, ouais. On leur tape dessus quand ils font une erreur, parce que ça se voit tout de suite. C'est comme un gardien de but, hein. Il fait une erreur, bah, il y a but. Là, un copilote, il fait une erreur, bah, il y a plantage, il y a pointage en retard, donc pénalité, il y a telle ou telle chose. Ça se voit tout de suite. Par contre, les 99,9 autres % du temps où ils sont irréprochables, eh ben, on a du mal à les féliciter. Donc bravo Julien, bravo Denis, bravo Daniel, bravo Chris Patterson aussi, le copilote de Gus Greensmith qui prend sa retraite Oui. justement à l'issue de ce rallye. Donc voilà, bravo à vous tous et honnêtement c'est magnifique ce que vous faites. Ouais. Ça a Et été pour sympa là, excuse-moi juste la petite phrase qu'a pu prononcer Patterson à l'arrivée de la Power Stage où effectivement le micro lui a été tendu, il a été nickel, hein, effectivement. Hein. oui, et puis on voit que c'est des gens de toute façon qui vivent pour le sport et qui vivent par passion parce que voilà, déjà en rallye, il n'y a pas énormément de pilotes qui gagnent leur vie en faisant du rallye. Les copilotes, encore moins. Et là, Chris Patterson, on le voit, il fait l'effort. Il a décidé de se retirer donc avant le rallye de Monza pour permettre justement à Gus Greensmith de pouvoir faire le dernier rallye de la saison avec son nouveau copilote et anticiper donc la saison prochaine et avoir un premier rallye ensemble pour préparer au mieux 2022. Donc Oui, voilà, c'est une autre tactique, effectivement. Hein, on voit la dévotion des gens. Après, voilà, Ogier et son prochain copilote, donc Benjamin Veillas, se connaissent extrêmement bien. Dès que Julien ne peut pas se déplacer sur une séance d'essai ou autre, c'est Benjamin Veillas qui le remplace. Il fait aussi partie de son équipe d'ouvreurs qui était notamment présente en Espagne. Donc voilà, moi j'ai aucun souci sur l'alchimie de l'année prochaine. Il n'y aura pas de problème de copilotage, comme ça a pu très très bien fonctionner entre Thierry Neuville et Martin Villageux cette année. Donc il n'y aura pas de souci. Et pour conclure sur Ogier, alors on sait, ça c'est sûr maintenant, qu'il fera quand même le Monte-Carlo. Donc quelque part, la pré-retraite, bon, elle commencera pas tout de suite. Ah non, il va enchaîner tout de suite, ouais, avec les essais. Bah, de toute façon, s'il y avait bien un rallye qui était sûr qu'il était sûr de faire, c'était le Monte-Carlo hein, chez lui. Et puis on verra après quels sont les autres rallyes qu'il décidera de faire dans la saison, en fonction de ses opportunités ou pas en endurance, en autre discipline. Voilà, on verra. Tout à fait. Et donc, pour conclure, bah oui, il vaut mieux sans doute arriver pour la dernière manche du championnat avec 17 points d'avance. Oui, bien sûr que Sébastien Ogier a raison de positiver, et depuis plusieurs rallyes, il positive en disant je gère aussi mon championnat. Mais tu l'as suffisamment dit, tout pourra arriver à Monza. Mais enfin, c'est vrai que tant qu'à faire, autant arriver avec des points d'avance que de retard. Ah bah, il vaut mieux, c'est sûr, hein, mais encore une fois, oui, tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver. Une sortie dans la dernière journée, bah, c'est un zéro pointé. Donc, Oui, c'est ça. Bon, bah déjà, on se réjouit, mon cher Guillaume, de se retrouver dans un mois parce qu'on sait qu'on aura à débriefer effectivement une dernière manche qui aura certainement été spectaculaire. En tout cas, si c'est aussi avec des rebondissements comme l'an dernier, c'est sûr que là, il y aura de quoi dire. Bon, je te propose d'enchaîner avec le vainqueur quand même de ce rallye. Thierry Neuville, finalement, à tout seigneur, quand même tout honneur, on peut lui rendre cet hommage. Mais on parlait des réglages difficiles à trouver. Mais le vendredi midi, Thierry Neuville, je ne vais pas dire qu'il est largué, mais s'il ne change pas complètement ses réglages, et il l'a dit, hein, si mon ingénieur ne me fait pas tout changer, bah effectivement, on ne trouve pas le petit truc qui fait qu'après, je vole. Parce qu'il gagne 10 des 17 spéciales. Donc c'est vrai que c'est une belle domination. Mais le vendredi matin,
ça se passe pas bien. Il est pas content, Thierry Neuville. Ouais, ouais, en tout cas une belle victoire de Neuville, hein, sa deuxième en Catalogne. Sur l'ensemble du rallye, je lui mettrais quand même presque un 21/20 parce qu'il Ouais, m'a impressionné. Il m'a ouais. impressionné vraiment. Effectivement, il part difficilement sur le vendredi. Mais il est là toujours hein, à l'affût de Elfyn Evans tout de suite, à lui mettre la pression et à pas le laisser s'échapper. Il s'affole pas. Il se plaint effectivement le vendredi midi de beaucoup de sous-virages. On le voit dans les caméras embarquées, il tire énormément le frein à main par rapport aux autres concurrents, ce qui était un petit peu le cas déjà sur les autres rallyes asphalte, mais là encore plus. Et puis après, ouais, il trouve les réglages qui vont bien le vendredi midi. Et apparemment, ouais, cette Hyundai sur l'asphalte, en tout cas, elle a une plage d'utilisation optimale qui est extrêmement restreinte. J'ai l'impression. Et on le voit, hein, de toute façon, tous les pilotes qui sont passés dessus en asphalte disent qu'elle est extrêmement pointue, très compliquée à mettre au point, à bien régler. Et là, il a trouvé les réglages qui lui convenaient, en tout cas. Et puis il a pu attaquer. Il a pu attaquer Ouais. comme un fou. Il a dominé de la tête et des épaules le reste du rallye. Et puis il s'est pas affolé à la fin du rallye Non. quand il y a Oui. eu cette grosse chaleur, puisque bah, si on déroule un petit peu le rallye, donc il reste en tête, donc il reprend la tête la fin du vendredi soir, et puis il fait quasiment le grand chelem le samedi. Il y a une seule spéciale qui lui Oui, est. c'est ça. Et puis le dimanche matin, il réenchaîne, voilà, tout se passe bien. Et juste avant la Power Stage, la dernière spéciale du rallye, impossible de redémarrer. Apparemment, démarreur cassé, démarreur qui ne répondait pas. Donc obligé de démarrer à la poussette. Il a même été annoncé comme abandon sur la télé et la radio belge Ah ouais. pendant la Power Stage. Donc c'était vraiment moins une, mais ils ont réussi en poussant la voiture à redémarrer. Il s'est pas affolé, c'est pour ça que je lui mettrai un 21/20, Ouais. parce que malgré toute la pression, malgré tout ce qui lui est arrivé cette année, ils ont poussé jusqu'au bout, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait Mhm. redémarrer la voiture, et puis ils sont allés chercher la deuxième place dans la Power Stage, ce qui est encore Oui, plus oui. remarquable. Non, mais on a bien compris qu'il y avait quelque chose, parce que je me permets quand même de dire à nos amis de Canal+, qui étaient en avant Power Stage, et avec Pierre-Louis Loubet qui était en studio, c'était très bien, c'était très pro, mais à un moment donné, on l'a bien vu cette image, de voir la voiture de Thierry Neuville arrêtée dans une sorte de ville, là, on n'a pas Hmm. compris, mais c'était évident que c'était une image qui n'était pas normale, entre guillemets. Qu'est-ce que ça voulait dire que cette voiture, pourquoi on nous l'a montrée, pourquoi Thierry Neuville était là, etc. Donc moi, j'ai tout de suite soupçonné qu'il y avait quelque chose. Et effectivement, j'ai l'impression que nos amis n'ont pas voulu réagir tout de suite dans l'ignorance. Mais oui, il y a bien eu, et Thierry l'a dit, il y a bien eu arrêt cardiaque. Hein. Ah Il a bah oui, vraiment eu oui, son cœur qui plus s'est que, arrêté là. Hmm. Plus que ça, hein, plus que ça, même quand ils ont essayé de redémarrer, qu'ils sont arrivés à redémarrer, bah forcément, bah, toute l'essence accumulée dans les tuyauteries d'échappement et dans le collecteur, bah, s'est enflammée dès que ça a commencé à chauffer. Donc il y a eu une énorme flamme à la sortie du pot d'échappement. Il y a eu des communications comme quoi la voiture avait commencé à prendre feu à l'arrière, que les faisceaux étaient touchés, etc. Donc à un moment, oui, on a vraiment cru Mhm. qu'ils allaient abandonner. Et puis même Thierry, à l'arrivée, le dit, on aurait été dans une zone en montée, on serait jamais reparti. Ouais, oui, c'est sûr. Ils n'ont pas le droit de repartir dans l'autre sens, de faire des marches arrière dans des zones qui sont de parcs de regroupement. Donc voilà, ils auraient pas pu. Là, ils étaient sur le plat, ils ont essayé en dernier recours vraiment de pousser comme des fous tous les deux la voiture pour la faire démarrer. On va dire coup de chance, ça a redémarré. Bah, il fallait pas qu'ils calent au départ de la spéciale, quoi. Et après, il y a aide des commissaires. Ça, c'est permis alors. Non, 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 je crois qu'il n'a pas eu d'aide de Toi, t'as pas commission. compris. Ah bon, moi j'ai Non, compris non, ça. Ah, parce que d'accord, pour ok. moi, il n'y a absolument personne dans ces zones-là qui a le droit de Oui, toucher la d'accord. voiture, à part les deux équipages. D'accord, ok. Bon, très bien. Mais alors, je m'adresse maintenant à l'ingénieur que tu es, effectivement. Tout le monde a en mémoire le triste épisode de Peugeot Monte-Carlo avec les voitures qui littéralement ne démarrent pas. Est-ce qu'effectivement une voiture de rallye, parce que nous sommes dans le rallye, mais globalement une voiture de sport, bon, est-ce qu'effectivement faire démarrer une voiture, c'est pas si facile que ça? Ah bah oui, oui, c'est pas si facile que ça, surtout dans les conditions dans lesquelles elle se retrouve parfois.
On n'a pas les mêmes appareils, les mêmes systèmes pour faire démarrer. Tout est beaucoup plus pointu. Les essences ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a des procédures, il y a des tests qui sont faits aussi. Et effectivement, les 3 Peugeot, quand il fait moins 15, moins 20 degrés à Gap le jour où elle ne démarre pas, bah, c'était un manque d'anticipation. Aujourd'hui, normalement, ça ne devrait plus arriver parce que justement, il y a des essais en chambre froide qui sont faits dans des conditions ultra humides, quand il fait extrêmement chaud. Enfin, André Adamo l'a bien expliqué, hein. Ils ont fait des tests dans toutes les conditions, et ce qui est normal, hein. Nous, chez Skoda, on faisait démarrer, je te le dis, dans des chambres froides. On louait des chambres froides qu'on mettait à -50 pour faire démarrer. Euh, mais après, un démarreur qui casse, c'est un démarreur qui casse, hein. Ça arrive aux 24 heures du Mans, ça arrive sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Bah, ça démarre à la poussette, mais ça démarre pas avec la clé, quoi. Et là, ça démarre pas quand on appuie sur le bouton. Bon, bah en tout cas, tout est bien qui finit bien pour Thierry Neuville. Si ce n'est que moi, si je veux encore continuer à appuyer là où ça fait mal, bah, j'ai le sentiment que ça ne peut que raviver une plaie globale de cette année 2021, quoi. On se rend compte que Thierry Neuville aurait vraiment dû avoir un plus grand rôle à jouer. Il aurait dû se battre pour le championnat du monde. Et quand on voit quand même tout ce qui lui est arrivé, bah oui, je crois qu'on peut nourrir d'un gré au vu de ce qu'il est capable de faire en Catalogne et de mettre tout le monde d'accord, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'en termes de performance pure, il a prouvé à plus d'une reprise qu'il était il était dans le coup. Bah, pour 2022, comme je le disais tout à l'heure, Toyota doit travailler sur certains points, notamment les bases d'essai qui devront être beaucoup plus représentatives. Et bah, Hyundai, eux, ils ont un point sur lequel travailler, c'est la fiabilité. Parce que cette année, ben, ça a été émaillé de petits pépins sur toutes les voitures, parfois récurrents, qui arrivaient sur plusieurs rallyes à la suite. On se rappelle d'essuie-glaces, de désembuage des pare-brises qui ont affecté les voitures, de calage dans les épingles, des bras de suspension qui ont cassé à plusieurs reprises, notamment pour Neuville au Kenya, le dimanche matin, alors qu'il avait 1 minute d'avance. Ah oui. Donc ça, c'est une victoire qui lui échappe, alors qu'il avait tout fait pour l'avoir. Là, en Espagne, quasiment la même chose, sur un problème de démarreur. Bah voilà, c'est plein de petites choses qui font que Toyota est très très largement devant au constructeur, que Thierry Neuville, malgré toutes ses fulgurances, eh ben il est à peine, enfin même pas, hein, il a quasiment aucune chance d'être deuxième. Il a encore 28 points de retard sur Evans, donc même catastrophe, il faudra qu'il marque les 30 points et qu'Evans n'en marque 0 pour lui passer devant. Donc voilà, non, c'est sûr que il peut se mordre les doigts, à voir comment ça va être l'année prochaine par rapport à Tanak, le développement de la nouvelle voiture, mais j'ai peur que ses chances soient passées déjà. Eh oui. Je te propose, Guillaume, de passer maintenant un petit peu en revue, maintenant qu'on a fait nos 2 grands thèmes qui étaient globalement Ogier et Neuville, de passer plus un peu en revue de manière plus rapide pour chacun des hommes. Et on va reprendre le classement si tu veux bien. Bon, bah Evans, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Effectivement, Neuville, me semble-t-il, était intouchable. Alors c'est vrai que Evans est quand même déçu, il le dit. Il aurait aimé prendre plus de points par rapport à Sébastien Ogier. Mais à part le vendredi matin où il était là, super. Et encore, il a eu une méga frayeur. Après, bon, non, Neuville a dominé. Donc, je vois pas ce que pouvait espérer mieux Evans qu'une deuxième place, ce qui lui fait faire le boulot. Non, il a été dominé de la tête et des épaules. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il pouvait pas aller chercher la première place à la régulière. Comme tu le dis, il se fait une énorme chaleur et il peut être content d'être à l'arrivée déjà parce qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Et là, pour le coup, ça aurait été presque un zéro pointé parce qu'à la vitesse où il serait sorti, je suis pas sûr il serait reparti. Donc oui, bien évidemment, il pouvait espérer mieux. Après, je pense pas qu'il pouvait espérer que Ogier finisse plus que quatrième s'il Oui, abandonnait pas. c'est ça. Donc même Tanak, s'il avait été à l'arrivée, je pense pas qu'il aurait pu être devant Ogier. Sordo est quand même allé chercher cette troisième place à la force du poignet et lui, pour le coup, a été extrêmement impressionnant également, quoi. Voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est peut-être pas 20 sur 20 non plus, mais rien à dire. Bravo Dani, Ouais, super, c'était le boulot, il l'a fait. Fallait aller ouais, ouais. chercher cette belle place. Et C'est pas un 20, mais c'est un très très beau 18 oui, c'est plus ça. plus.
parce qu'il ne faut pas oublier aussi que voilà, Hyundai, mine de rien, joue toujours le titre constructeur grâce à lui, que Tanak se retrouve, abandonne au bout de 4 spéciales. Donc forcément, derrière, c'est à Dani Sordo d'aller chercher des points constructeurs. Et aller chercher des points constructeurs en se battant avec un septuple champion du monde, en essayant de lui prendre la 3e place, alors que lui est en train de jouer son 8e titre. Je pense qu'il faut y aller, il faut les mettre sur la table comme on dit, et c'est ce qu'il a très très bien fait le samedi, sans s'affoler malgré l'avance que prenait Sébastien Ogier. Et puis le dimanche matin, il est allé le chercher sur son terrain de jeu. Alors certes, il connaît un petit peu mieux les routes parce qu'il est espagnol dans sa région et qu'il a une connaissance de l'asphalte espagnol un peu meilleure. Mais quand il porte l'estocade, c'est de nuit. C'est dans des conditions un petit peu avec du brouillard, et on sait que normalement, c'est là où excelle Sébastien Ogier, et mine de rien, c'est là où Sordo fait la différence. Donc bravo Dani, il justifie d'autant plus son contrat partiel pour l'année prochaine, ce qui sera très certainement sa dernière année. 50e podium pour Dani Sordo en carrière, 50e podium aussi pour Neuville, d'ailleurs, ce qui était assez marrant. Donc voilà, et une très très belle... Il y a 15 victoires pour Neuville, effectivement. Ouais, c'est pas autant pour Dani, mais bon, effectivement. Alors Tanak, tu l'évoques, oui, déception, et j'ai le sentiment un peu diffus que cette fin d'année est un peu pénible pour Ott, qui n'y est plus vraiment. Même Jari Latvala, moi je l'ai lu dans l'équipe, s'est fendu d'une petite déclaration où il dit oui, c'est vrai, Ott chez Toyota faisait corps avec sa voiture, j'ai le sentiment que c'est pas le cas chez Hyundai. On constate tous que c'est pas l'osmose. Non, effectivement, rallye très décevant pour Tanak, il traîne un petit peu sa peine là sur la Hyundai, effectivement, notamment sur l'asphalte. Donc vivement la fin de cette ère WRC telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à voir ce que Hyundai va permettre en termes de développement entre Neuville et Tanak. Comment va être développée la nouvelle voiture, vers quel profil de pilote, puisqu'ils ne sont pas du tout les mêmes entre Thierry et Ott. Donc on verra pour l'année prochaine, mais en tout cas oui, encore un rallye bien décevant. 2 erreurs de Tanak, puisqu'avant cette grosse partie, il en fait une autre, 2 spéciales avant qui auraient pu lui coûter la même chose. Donc il sort le jour de son anniversaire, le jour de ses 34 ans, pas le plus beau des cadeaux d'anniversaire, mais c'était le même jour que mon copain Janos. Alors je lui souhaite un très très bon anniversaire, puisque on était ensemble pour fêter tout ça, et malheureusement ça n'a pas souri à Ott Tanak ce jour-là. Voilà. Katsuta, notre ami Katsuta, continue lui aussi de traîner sa peine. Ça fait 5 rallyes consécutifs où ça le fait pas. Il n'est pas au bout. Ouais, compliqué, très très compliqué. Alors lui, encore pire, c'est la première spéciale qu'il va malheureusement se planter dans le rail de sécurité. Situation compliquée, oui. Situation très très compliquée pour Katsuta, qui avait fait une excellente première partie de saison, et comme tu le dis là, qui a accumulé les petites bévues, la malchance aussi avec ses changements de copilote à répétition, le fait qu'il y ait un rallye qu'il ne puisse pas participer à cause du pilote qui a eu quelques problèmes familiaux. On va voir à Monza, mais il va avoir la pression. Il y a du monde qui pousse derrière pour récupérer les baquets de chez Toyota. Alors lui, étant japonais, il a forcément un petit avantage. Mais il n'est pas confirmé. Ce qu'on sait, c'est juste Rovanperä Evans, Ogier Lapi en mode partiel, mais on n'a pas eu l'officialisation qu'Atsuta repartait. Non, tout à fait. Donc c'est pour ça, un peu à la manière d'un Oliver Solberg en Espagne, je pense qu'en Italie, lui, va devoir vraiment se rassurer aussi. On sait que normalement, il est plutôt bon sur l'asphalte parce qu'il est issu de la monoplace. Il a eu des très bons résultats en championnat japonais avant de faire du rallye. Donc ça devait le faire en Espagne, et c'est peut-être pour ça. Il est peut-être parti un peu trop le couteau entre les dents, façon Harakiri, et puis ça l'a pas fait.
Ouais. Alors Solberg, justement, parce que attends, tu sais que j'ai noté les résultats sous mes yeux en te parlant pour avoir le petit pense-bête, bien sûr. Donc Solberg et Solans qui terminent 7 et 8, mais j'ai mis Et oui. Sol. Alors évidemment, je sais Ouais. plus. Alors Non, Solberg, mais il fait 7. C'est bien Oliver qui est devant Solans Solberg, quand même. Oui, voilà. et ils finissent pas très loin, puisque Solans finit à 8 secondes seulement, alors C'est que ça. lui, c'était son tout premier rallye sur une WRC1. Certes, c'est un spécialiste de l'asphalte, c'est un Espagnol, donc il connaît Hmm. bien la situation. Après, la différence, c'est que ils étaient tous les deux chez de ces compétitions, donc l'équipe un petit peu satellite de Hyundai, mais il y avait quand même une grosse différence, c'est que Solberg étant confirmé justement pour l'année prochaine à partager la voiture avec Dani Sordo, lui avait une voiture vraiment officielle D'accord. de 2021 avec des ingénieurs qui étaient déployés de chez Hyundai officiel chez de ces compétitions. Donc il avait vraiment il avait un avantage matériel en tout cas, Hmm. ce qui lui permet de rester devant Solans notamment. Mais oui, hein, assez, enfin, agréablement surpris en tout cas de la prestation de Solans. Un Oui. petit peu désagréablement déçu, on va dire, de Solberg, hein, puisque lui, pour le coup, hein, il s'est contenté et encore, enfin, je dis ça avec des pincettes, hein, on sait tout le travail que c'est, hein, mais de ramener la voiture à l'arrivée, de se Hmm. rassurer après toutes ces bévues aussi, à voir en Italie ce que ça peut donner. Tout à fait. Alors j'ai appris que Pierre-Louis Loubet, qui était donc présent sur le plateau de Canal, en fait, il s'est un peu blessé récemment dans un Il accident a de la été circulation. accidenté, ouais. Il a Ah été ouais. accidenté début octobre. Alors je crois que c'est un accident de vélo, mais j'en mettrai pas ma main à Ah, couper. Mais en tout cas, il a ouais. été renversé par une voiture. Il a eu des problèmes de hanche. Et donc dès début octobre, il a annoncé son forfait pour ce rallye-là. Et c'est pour ça que Neil Solans, donc un ancien champion du monde junior, je crois, a pu prendre sa place en trouvant quelques sponsors. D'accord. Et malheureusement, ça fait pas de la bonne pub à Pierre-Louis Louvet non plus, hein, Ah parce non, que ouais. lui arrivant dans la voiture, découvrant tout, n'ayant jamais roulé sur une WRC1, se retrouve tout de suite huitième et à Ouais. la bagarre avec Oliver Solberg. Donc une belle prestation de sa part en tout cas. On est d'accord. Parlons des Ford. Donc, Gus Greensmith à l'arrivée sixième. Là, c'est très bien Mhm. pour lui. Ça, je peux pas dire le contraire. Donc, Adrien Fourmeau, oui, qui hélas, lui aussi a connu de mésaventures, mais qui avait su se montrer, me semble-t-il. Ah oui, oui, Fourmeau a fait un très beau début de rallye. Donc on le rappelle, hein, Ford qui ne fait pour le coup, eux, pas d'essais avant les rallyes, puisque c'est une équipe privée, tous les budgets sont déjà tournés sur 2022, donc ils limitent au maximum les essais. Donc ils sont arrivés tous les deux, Gus Greensmith et Adrien Fourmeau, sur le rallye sans avoir fait d'essais. Adrien a rapidement pris la mesure de son coéquipier, il était assez largement devant, faisant même un deuxième temps scratch le samedi, alors que tout le monde est vraiment à la bagarre, que ce soit pour la première, la deuxième place, puisque c'était pas encore joué, ou la troisième et quatrième entre Sordo et Ogier. Et lui décide d'attaquer dans cette spéciale spécifiquement, va chercher le deuxième temps. Donc non, la pointe de vitesse, elle est là. L'après-midi, il fait une erreur, mais qui est vraiment très, très minime. Il va lécher le rail sur un virage à gauche. Malheureusement, la roue n'a pas apprécié. Le pneu accroche, il casse l'arbre de transmission. Et ils sont obligés de s'arrêter sur le côté pour l'enlever. Ils perdent énormément de temps, presque 7-8 minutes, je crois. Et puis après, il doit finir le spécial en mode deux roues motrices plutôt que quatre roues motrices. Et donc ça fait qu'il est un peu loin au général, mais avec des très beaux temps encore le dimanche notamment. Oui, tout à fait. Alors, en revanche, chez Ford, au moment où on se parle, Guillaume, ça se trouve, ça va tomber dans un quart d'heure, mais bon, pas d'officialisation, toujours, à part Brin, évidemment, ça on le savait, Hmm. mais toujours pas d'annonce concernant la suite des équipages Ford pour l'année prochaine. Non, effectivement, Craig Breen, donc le pensionnaire de chez Hyundai qui passera pilote numéro 1 chez Ford l'année prochaine sur la nouvelle Puma. Mhm. Et donc, par contre, il y a de très très fortes chances que ce soit Fourmeau qui récupère un baquet, Greensmith potentiellement un troisième. Et il se dit qu'il y aurait déjà une quatrième voiture au Monte-Carlo, qu'en tout cas ils Ah font ouais. tout pour. C'est pour ça notamment qu'ils ont extrêmement limité les essais et les dépenses cette fin de saison. Donc pour qui? Voilà, il y a toujours la rumeur, mais j'y crois pas, surtout pour le Loeb, Monte-Carlo de Loeb. oui. Euh, il y a Mikkelsen qui est toujours sur les rangs, il y a des Hotsberg, il y a d'autres Hmm. pilotes.
qui essaye de se montrer pour récupérer ses baquets chez Ford. Ouais. Ouais, là, faire à suivre, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, je voudrais qu'on parle de WRC2 parce que moi, je te le dis, à une époque, j'avais vraiment beaucoup de tendresse pour Eric Camilli. D'une part, qui avait été titularisé en Division 1, si j'ose dire, on s'en souvient tous. Et que je prenais souvent au téléphone sur RMC, pour tout te dire, parce que d'une part, son côté niçois fait qu'il y a un petit côté par rapport à l'ADN d'RMC, ça le faisait bien, et puis il était très disponible et très sympa, et il jouait vraiment le jeu, et on s'entendait bien à distance. Je l'ai pas rencontré si souvent que ça, parfois sur le terrain bien sûr, mais souvent, quand je me souviens, je l'appelais, je lui disais j'aimerais bien encore te parler à RMC, et il jouait le jeu vraiment de manière très sympa. Voilà, je le dis au passage. Et là, le voir gagner en WRC2, oui, ça m'a vraiment fait plaisir parce que moi, je l'ai toujours considéré comme vraiment très sympa, et avec un peu aussi de regret par rapport à ce qu'il a connu. On a le sentiment que soit ça a été trop tôt, soit ça a été un peu injuste. Enfin, tu vois, il y a ce sentiment où on sent qu'il a pas pu donner toute l'étendue de tout montrer, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce niveau-là? Je peux que abonder en ton sens dans tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que Eric Camilli est un pilote qui pour moi est aussi extrêmement talentueux, qui a peut-être été bombardé un peu trop vite dans le grand bain à une époque où il y avait déjà suffisamment de Français avec Loeb, avec Ogier. Donc il n'a pas eu forcément sa chance, et surtout il n'a pas eu le droit à l'erreur. Il n'a pas eu le temps d'apprendre. Et depuis ce temps-là, son talent n'a pas disparu. À chaque fois qu'il fait des piges, il le fait plutôt bien, mais il n'a jamais pu avoir des programmes vraiment constants, financés de manière durable. Et donc du coup, voilà, il n'a pas pu forcément montrer des qualités sur le long terme. Cette année, en tout cas, il rebondit extrêmement bien, puisque ces trois apparitions en WRC2 ont été extrêmement concluantes, hein. Je crois qu'il fait un podium en Monte-Carlo, un rallye au Portugal qui est plutôt bon, et puis il gagne ici. Et en championnat de France, il marche très 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 bien aussi, et toujours en lice pour le titre de champion de France. Donc non, c'est une belle performance en tout cas de gagner en WRC2, surtout devant les protagonistes qu'il pouvait y avoir. Rosberg qui se bagarrait pour le titre de champion, Gryazin, Suninen qui arrive sur la Hyundai et qui doit faire ses preuves aussi pour les années suivantes. Donc non, une très très belle performance. Et en parlant de WRC2, donc le résultat principal aussi, c'est le titre de champion du monde de Andreas Mikkelsen, qui est validé à la fin de ce rallye, avant la dernière manche. Ah, parce qu'effectivement, j'ai pas bien compris ça, c'est sûr, parce que je vois qu'ils ont 126 points tous les deux avec Rosberg, mais oui, c'est sûr. Ils ont, alors c'est d'autant plus sûr qu'ils ont 126 points tous les deux, Mikkelsen ayant gagné plus de manches que Rosberg, donc c'est lui qui est devant. Rosberg, donc voilà, là déjà si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, il serait champion, et encore plus, Mikkelsen a le droit d'aller en Italie, à Monza, pour faire la manche si jamais il avait eu besoin, alors qu'Osberg ne pouvait pas y aller, étant donné qu'il a déjà fait son quota de rallye. C'est ça, d'accord. Voilà. Et donc oui, c'est-à-dire que même si les deux ne sont pas à Monza, finalement, forcément, Mikkelsen sera titré, puisqu'il a 3 victoires contre une. Ouais, t'as raison. Mikkelsen est déjà champion, ça c'est sûr. Et ensuite, il a le droit, il sera normalement à Monza pour accumuler de l'expérience, pour prendre des notes, pour se montrer encore plus. Mais il n'a pas besoin d'y aller. D'accord. Alors je rappelle en WRC2 que les autres vainqueurs de la saison, c'est vrai que s'ils avaient fait plus de rallyes, on se dit oui, évidemment qu'il y avait un truc à jouer, puisque Utunen en a quand même gagné 2, Lappi en a gagné 2, donc quand ils viennent, ils gagnent. Oui, ça c'est sûr. Suninen en a gagné 1, on s'en souvient en Finlande la dernière fois, et puis Eric, donc Camilli, en gagne 1 aussi. Mais oui, c'est vrai que si Lappi avait voulu faire toute la saison WRC2, oui, on peut penser qu'il se battait aussi pour le titre, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, écoute, on va pas refaire l'histoire. Mais voilà, donc je voulais te poser une question. Mikkelsen, ton ami Mikkelsen, comme je le dis à chaque fois, t'es content, j'imagine, sera bien champion WRC2 cette année. Voilà, tout à fait. Et puis il va se diriger en Hongrie à la fin de cette semaine là
pour essayer de récupérer le titre de champion d'Europe aussi. Il a en tête toujours du championnat d'Europe, mais il y aura encore une fois Mads Højbjerg qui sera présent pour lui contester ce titre. Donc une belle bagarre encore à venir en championnat d'Europe à la fin de la semaine, mais en tout cas il est champion du monde et c'était son premier objectif, donc à voir si l'année prochaine il pourra rebondir dans un baquet avec une vraie WRC. Tout à fait. Pour conclure, Guillaume, je voudrais vraiment t'interroger un petit peu comme ça, brûle pour point, sur le calendrier de l'année prochaine qui a été révélé de manière. Oui, vas-y. Dernière petite chose assez marrante. Oui. On parlait, et ça c'est des choses que potentiellement tout le monde ne sait pas, mais donc en WRC2 et WRC3, les pilotes doivent choisir certains rallyes, un certain nombre de rallyes, et au bout sur ces rallyes-là, on retient que, ils doivent en choisir 7 et on retient que les 6 meilleurs résultats. C'est ça. Et il y a une petite chose assez marrante qui s'est passée en WRC3, donc qui sont exactement les mêmes voitures que le WRC2, c'est que Emil Lindholm avait déjà fait ses 7 rallyes. Il avait scoré donc ses 6 résultats et il voulait quand même faire le rallye en Espagne. Sauf que quand on a déjà fait les 7 rallyes, on n'a pas le droit de faire un 8e rallye. Donc ce qu'il a fait, c'est que lui s'est enregistré en tant que copilote, que sa copilote était enregistrée en tant que pilote, mais dans la voiture, ils avaient bien leur rôle respectif. C'est-à-dire qu'il a gagné en WRC3, il finit 2e de la Power Stage, mais sous le nom de sa copilote. Et donc, c'est sa copilote qui marque les 29 points au championnat, et lui qui n'en marque aucun, puisque tout simplement, il les marque en tant que copilote. Donc, il est aussi classé dans le championnat copilote. Donc, écoute, c'est une histoire assez incroyable et merci de l'avoir bien noté. Mais alors, attends, je suis étonné, la FIA dit rien là. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas tout à fait normal qu'on échange dans le baquet. Non, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Des fois, tu sais, je sais pas si tu avais vu de temps en temps, pour faire un cadeau à leurs copilotes, les pilotes laissent les copilotes piloter, etc. C'est des routes fermées, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Et notamment, c'est pour ça que tu as des gens qui, en Europe, par exemple en France, en dessous de 18 ans, peuvent faire des rallyes, parce que c'est le copilote qui a plus de 18 ans qui va rouler sur la route normale, et le moins de 18 ans qui va rouler pendant les spéciales. On est sur route fermée, donc voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Très bien, bon, en tout cas, c'est intéressant. Allez, pour conclure, 5 minutes donc sur le rallye, sur le calendrier 2022 qui a été annoncé, mais qui doit encore être modifié parce qu'il y a carrément même une date où il n'y a pas d'attribution. Bon, écoute, moi, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens, et ça c'est en mode déception, puisqu'on va prendre dans l'ordre. Bon, le Monte Carlo, bien sûr, pour commencer. Bon, le retour de la Suède. J'ai rien contre nos amis suédois, mais on avait tellement adoré l'Arctique que quelque part, je sais pas, moi j'ai éprouvé ça comme une déception que la Suède revienne. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ils doivent tout faire pour avoir de la neige, remonter encore plus au nord de la Suède pour être certain d'avoir des conditions vraiment hivernales. Honnêtement, je pense que c'est leur dernière chance. C'est leur dernière chance. Alors, ils ont prié pour que les dieux de la météo soient avec eux et qu'ils aient un rallye vraiment enneigé. Mais vu comme c'est excellemment bien passé le rallye de l'Arctique en 2021, c'est vrai que tout le monde serait déçu de revoir un rallye suédois non enneigé avec autant de terre que ce qu'il y a pu y avoir les dernières années. On est d'accord. Bon, la Croatie ensuite, qui a le droit de revenir, et tant mieux pour eux, mais c'est vrai que ça avait été une belle épreuve cette année, qui avait vraiment marqué les esprits, donc personne ne s'en scandalisera, me semble-t-il. Portugal, Italie, Sardaigne, Kenya, ça c'est du classique et on s'en réjouit. Le Kenya, évidemment, ça sera comme toujours un déplacement haut en couleur. L'Estonie aussi qui maintenant a de plus en plus sa place, qui est prévue, mi-juillet. La Finlande qui retrouve son spot de début août. Voilà, avec des belles couleurs et des belles longues journées. Oui. Et effectivement, à la mi-août, to be announced, comme on dit, on ne sait pas. Un rallye qui est prévu, mais on ne sait pas où ce sera. T'as des infos, des supputations? Non, on ne sait pas trop encore ce que ce sera, effectivement. Est-ce qu'ils le gardent juste pour un spot en cas de défection d'un des autres événements pour cause de Covid ou autre éventuellement? On parle de l'Irlande, on parle de l'Allemagne peut-être qui pourrait revenir. Mais bon, en tout cas, il y a de fortes chances et de probabilités que ça puisse être un rallye qui soit en Europe.
Pourquoi pas Ypres, Oui, bah voilà. même si normalement Ypres est plutôt sur la période de juin. Est-ce qu'ils peuvent le redécaler encore une fois pour le mettre sur le mois d'août? Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Après, je vois pas que ce soit un rallye outre-mer, parce que ce qu'on peut noter aussi dans ce calendrier, c'est qu'il n'y a rien dans les Amériques. Il n'y a pas le Mexique, Oui, il n'y a pas le Chili, il n'y a non. pas l'Argentine. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Mais vu le contexte encore pandémique là-bas, voilà, ils ont quand même un petit peu de retard par rapport au reste du monde. Euh, mais voilà, Ouais. encore une fois, un quid des déplacements en Nouvelle-Zélande, au Japon, même Voilà. si ce Donc sera la fin de... Nouvelle-Zélande qui fait son retour fin septembre. Alors, c'est comme en F1, t'as noté. Le calendrier, quand même, des fois, on peut se dire, ah ouais, c'est pas complètement logique. On est en Grèce début septembre, on va en Nouvelle-Zélande fin septembre, on revient en Espagne en octobre. Bon, alors la pour F1, aller c'est pire, parce que la pour F1, aller au c'est sur une Japon. semaine. Oui, c'est ça, pour Pour aller aller au au Japon. En F1, c'est encore pire, parce que là, c'est d'une semaine sur l'autre où on se fait des allers-retours de continent à continent. Là, c'est sur des mois d'écart, donc je veux bien, mais Japon. c'est pas complètement logique que ça soit Grèce, Nouvelle-Zélande, Espagne et Japon. Oui, effectivement. Bon. Bon. Écoute, il a une certaine gueule, ce calendrier quand même. Ah bah, si on Hein. peut avoir toutes les manches, ce sera encore une fois une très très belle saison avec une belle répartition asphalte, terre, neige, goudron enneigé. Voilà, on peut que espérer des conditions météo et surtout des événements qui puissent avoir lieu avec le retour du public de partout, à Hmm. commencer par le Monte-Carlo, parce que je t'avoue que moi, ça m'a énormément manqué début 2021, donc j'espère bien pouvoir faire un petit retour dans les parcs d'assistance et sur les spéciales Voilà. en janvier, quoi. C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment, mon cher Guillaume. Bon, bah, je crois que cet épisode 105 de l'Afterlap, le podcast du sport auto, tire à sa fin, mais je te Pas- pose la question traditionnelle parce que je te une petite surprise à Oui, oui, nous. oui, tout à fait. Bah, Voilà. une petite surprise encore comme d'habitude, Et je hein. découvre, hein, tout le monde sait, hein, je Oui, ne suis au ben, courant tout de à fait. rien. Tu découvres, tu n'es au courant de rien. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil cette fois à Johan Sabater, donc, qui nous a fourni les petites photos et vidéos que tu vas peut-être pouvoir mettre Oui. au montage. Donc, qui est tout simplement un pilote de rallye en devenir, espagnol, du côté de Barcelone. Et j'ai eu la joie et l'occasion de travailler pour l'équipe de son papa, qui est ASM Motorsport. Et donc, voilà, donc j'ai fait la Ah, petite miniature donc, super. voilà, de l'équipe ASM qui faisait rouler les Clio R3, notamment officiels en WRC3 pour Andrea Crugnola et Olivier Bury et notamment cette version que j'ai eu l'occasion sur laquelle j'ai pu travailler tout Oui. simplement en tant qu'ingénieur avec l'américaine Kiana Erickson Cheng, donc qui a été la première américaine en championnat de France des rallyes, Ah donc oui. au rallye Lyon-Charbonnière, et notamment avec son copilote qui est plutôt très très connu, qui s'appelle Alex Gelsomino, et qui Oui, est donc le copilote de Ken Block notamment. c'est ça. Donc voilà, c'était une très très belle exposition pour le championnat de France des rallyes lors de le Lyon-Charbonnière. Et donc la miniature qui bien évidemment est à retrouver chez Auto Mini Racing. Avec donc des décalcomanies faits sur mesure donc par mon amie Elena de chez Rally Miniature. Et donc voilà, just a quick hello to you Alex and Johan. All the best and see you soon in Spain. Voilà. Voilà, le Donc, message est passé. Super, merci Guillaume. Non, magnifique, magnifique réalisation là, franchement. Donc Auto Mini Racing, on rappelle, cette fabuleuse collection et exposition qu'on veut voir un jour dans un lieu définitif à sa hauteur, qu'on peut suivre évidemment sur les liens que j'indique à chaque fois. Et je rappelle que toi, personnellement, et je te remercie vraiment aussi pendant qu'on y est de t'investir pour promouvoir les épisodes qu'on réalise en commun. C'est très sympa, Guillaume. @laflaf25 sur Instagram. tout à fait. LAF 25, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et la FLAP25 sur Instagram, Guillaume l'a fait sur Facebook, sur LinkedIn aussi. Donc Voilà. voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis encore une fois, le plus d'interactions on peut avoir avec vous et le mieux c'est. Donc s'il y a des questions sur des épisodes ou autres, aussi bien toi, LFB, que moi, on essaye de répondre à tous les Oui. commentaires qui peuvent être postés sur YouTube notamment. Donc n'hésitez absolument pas qu'on puisse prendre contact, discuter. C'est toujours un vrai plaisir.
Et comme je vous l'avais présenté la dernière fois dans notre épisode, le concours est toujours ouvert pour voter Ah oui, pour l'Alpine. c'est Donc, vrai. je vous avoue que Cédric Robert et Mathieu Duval ont un petit avantage pour le moment, mais les votes sont toujours ouverts et ça me permet aussi de rebondir et de féliciter Pierre Rague et Julien Pesanti qui sont champions du monde RGT suite à ce rallye d'Espagne qui a été remporté par Emmanuel Guigou en catégorie RGT, mais donc Alpine, Pierre Rague qui sont champions du monde RGT, malgré le très peu de couverture médiatique Ouais. de ce championnat en particulier. Voilà, Voilà. bah, tu fais bien de le dire et petit salut aussi à distance à notre ami Pierre Rague, effectivement. Bon, bah Guillaume, allez, tu n'as qu'une chose à faire d'ici les 3 semaines et demie qui viennent, c'est de prendre des forces pour revenir nous analyser cette dernière manche de la saison WRC 2021 qui promet beaucoup. Monza, on n'avait peut-être pas été totalement ébloui par le cadre global d'Australie l'an dernier. Le fait est qu'ils ont encore le droit de nous faire un suspense d'enfer, donc on en parlera, ça c'est sûr. Je te C'est souhaite de sûr. bien te porter. Merci. Bon début de saison NBA à toi aussi, puisque ça commence dans pas très longtemps. Donc, Voilà, tout à fait, on va suivre ça, et notamment du côté de avec mon plaisir. ami Rudy Gobert, je vous en reparlerai, mais c'est un ami, effectivement. Bref, et ben voilà, nous sommes prêts, nous sommes toujours d'attaque, et nous sommes toujours passionnés par le sport automobile et par le rallye, en l'occurrence, entre toi et moi, Guillaume. Allez, salut à toi et salut à tous! À très bientôt. Bonne journée à toutes et à toutes.